Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Et on va poursuivre avec la saga Numenera. Enfin reçu le Ninth World Guidebook, le livre d'univers dans sa version originale, qui va venir compléter les informations pour le maître de jeu. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, déjà c'est toujours la même qualité, hein. Regardez les dessins, moi je suis vraiment fan des... Je vais essayer de vous en montrer même à l'intérieur, des illus qui sont proposés. Je trouve qu'elles sont vraiment de... Voilà, ça me plaît beaucoup. Le trait, les couleurs, ce qui est représenté, enfin voilà, je trouve que ça amène vraiment quelque chose, ça amène vraiment une dimension au jeu très très intéressante. Alors, eh bien le livre, on va commencer comme d'habitude avec une petite nouvelle. Bon, ça peut, voilà, c'est The Sound of the Beast, ça peut être intéressant à lire, ça met un peu dans l'ambiance. Bon, je suis assez partagé sur ces nouvelles, hein. C'est toujours un peu la même chose, les nouvelles dans les livres de jeux de rôle, c'est un peu casse-gueule, je trouve. Bon, ils prennent le risque de le faire, c'est bien. Mais bon, on aurait pu aussi très bien s'en passer. Je préfère autant les bons textes d'ambiance, je trouve que ça amène bien des évocations, des idées, vraiment ça vient titiller l'imagination. Autant pour moi, quand je rentre dans la nouvelle, en fait, je pense plus trop au jeu, quoi. Je suis plus dans un mode de lecture normal, et finalement, comme c'est souvent court, voilà, ça apporte pas grand-chose. Alors, on a une introduction à ce livre, un premier chapitre sur donc la nouvelle, et puis derrière la vie dans le 9e monde. Alors là, il y a beaucoup d'éléments qui manquaient un peu dans le livre de base, qui sont des choses pas forcément exaltantes, mais qui permettent quand même de maintenir un niveau de cohérence dans l'univers. Ça sert beaucoup les maîtres de jeu. Vous avez les saisons, le calendrier, un mot sur le climat, un paragraphe assez important sur les religions et les organisations, un tableau qui est très bien fait, et ça pour le coup ça va vraiment m'aider, où il vous dresse un petit peu tous les cultes et les ordres qu'on peut trouver. Ensuite ils expliquent un petit peu comment sont organisées les communautés, comment se passe la vie dans les cités. Également une petite entrée sur les rituels, assez intéressant encore une fois pour donner du background et des éléments que le maître de jeu va pouvoir redistribuer comme ça en information à ses joueurs. Par exemple, j'ai beaucoup aimé ce petit exemple dans les terres gelées du sud. Il y a un village dans lequel en fait la coutume veut, quand un jeune garçon ou une jeune fille passe à l'âge adulte, on va le descendre dans une caverne et il va être immergé dans des bassins d'énergie. Et ça peut être déterminant pour la suite de sa vie, puisqu'il peut subir à l'issue de cette immersion des transformations, des mutations. Voilà, je trouvais ça plutôt rigolo. Ensuite, ils vont s'étendre un petit peu, expliquer un peu comment se passent les relations, notamment tout ce qui va concerner le commerce, les aspects un petit peu légaux, l'économie. Ensuite, nous avons quelques tables avec des biens de consommation, des montures, des services, voilà, des tables toujours très intéressantes pour le maître de jeu, d'avoir ces petites tables sous les yeux, comme ça à la volée, boum, il peut créer ce qu'il a besoin. Et puis une autre table encore peut-être plus intéressante, ils ont appelé ça c'est une table de détermination des communautés, au cas où vous êtes un peu pris au dépourvu lors d'une séance d'exploration, et vous devez faire intervenir assez rapidement une communauté. Vous tirez, bim boum, vous avez d'abord ce qui concerne l'architecture, l'éducation de la communauté, le leadership, la gouvernance en fait de la communauté, ce qui va concerner le rapport de la communauté à la survie, à la maladie, et puis les caravanes marchandes et les différents marchés auxquels a accès la communauté. Donc là on est déjà au chapitre 3, et déjà, presque rien que pour ce chapitre, ça ouvre déjà ça donne beaucoup d'infos pour le MJ, hein, et on est à la page 34 d'un livre qui en fait 250.
Donc un bel ouvrage, hein. Moi je pense que cet ouvrage il est nécessaire. Ensuite on va attaquer avec le settings. Alors ils vont commencer par reprendre le Steadfast. Je vais vous les donner en anglais parce que sinon on va finir par se mélanger. Le lointain, après je sais que c'est le lointain, etc. Donc, et alors le Steadfast, ils vont les reprendre un par un. Bah, commençons par le Steadfast. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est déjà bien détaillé ça dans le livre de base. Donc en fait, ils amènent quelques petits éléments de précision et puis surtout, ils développent d'autres lieux en faisant des espèces de zoom, des espèces de focus, ce qui fait que ça fournit de nouveaux lieux quasiment prêts à jouer pour des parties d'exploration. Là, vous voyez, vous avez The Dark Hill. Ici, j'essaie de vous montrer la carte, voilà. The Dark Hills, voilà. Enfin, encore une fois, des plans, plein de choses très intéressantes. Ensuite, donc je passe, hein, je vais pas rentrer non plus dans le détail. Vous avez comme ça une douzaine ou une quinzaine même de locations. Derrière, ils vont passer à ce qui est l'au-delà, the beyond. Là, pareil, même principe. Donc quelques petites précisions, et puis on fait des focus sur des lieux intéressants. Je vais retourner à la table des matières, ce sera plus pratique. Et enfin, après, ils vont carrément faire des chapitres entiers sur des zones focusées. Donc vous allez avoir les terres gelées du sud, l'Austral, le territoire de Spiritlands, le territoire des esprits, Vralk, le Royaume Rouge, the Red Kingdom, Reskel Case et Lands of the Dawn, pardon, les territoires de l'aube. Donc voilà. Donc là on a grosso modo, faut voir ce supplément, je pense, comme un atlas. Et un peu comme c'est déjà le cas dans le livre de base, c'est bien dosé parce que vous avez suffisamment d'éléments pour développer à partir de ces éléments et vraiment mettre vous-même en cohérence par rapport à votre campagne. Et c'est souvent le problème qu'on a avec les univers des jeux de rôle qui sont présentés, c'est que soit c'est trop peu, et là il y a énormément de boulot pour le maître de jeu, pardon, soit c'est trop, et là ça devient indigeste, parce que là il y a quand même à lire, hein, les 160 pages, si vous voulez rentrer dans le détail, ça fait quand même beaucoup de choses. Ensuite, vous avez la troisième partie, donc, qui s'intitule Personnages et créatures. On va avoir un chapitre avec des nouvelles options de personnages, et un chapitre avec des créatures. Donc, si je devais résumer, un ouvrage, moi je pense pour la personne qui veut faire jouer en campagne, assez indispensable. Alors je voulais revenir également, justement, parce que ça a un petit peu bougé par rapport à ce que je vous avais dit. Il se trouve que là, miraculeusement, comme de fait, vient de paraître une news sur le site de l'éditeur, et la traduction de cet ouvrage est en précommande participative. Alors ça, c'est une très bonne chose en soi pour les joueurs qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Toutefois, ça ne répond pas à la question vont-ils abandonner la gamme? Vont-ils continuer la gamme? Visiblement, il semblerait qu'elle n'a pas rencontré, en tout cas en français, le succès qu'elle a eu outre-Manche, et donc je suis pas sûr que l'éditeur la poursuive, d'autant qu'on a un petit indice quand même, dans la mesure où ils sont en train de solder tous les ouvrages précédemment traduits, qui sont à plus de moins 50%, donc très raisonnable au niveau du prix, mais généralement ce genre d'étape sur toute une gamme, ça sent quand même le dernier stade avant le pilori. Donc voilà, donc peut-être faudrait-il, si vous êtes intéressé par la version française de la gamme, leur poser la question avant d'aller chercher cet ouvrage en français, si derrière il n'y a pas de suite avec les autres ouvrages. Ce qui serait dommage, mais qui n'est pas impossible non plus. L'éditeur a peut-être d'autres priorités. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, il y a quand même pas mal de retard par rapport à la gamme anglaise. Ils sont déjà passés à la version 1.2, avec en plus une nouvelle option de jeu. Donc est-ce que peut-être aussi l'éditeur français va-t-il directement switcher? Je suis pas sûr que s'il n'ait pas rencontré de succès avec la version 1,
il va réinvestir dans le lancement et pour essayer de lancer une nouvelle gamme avec la version 2. Donc voilà, bon, après chacun fait comme il veut. Moi franchement, si vous parlez anglais, c'est une très belle gamme. Je dois dire que même ça m'avait fait un peu cet effet-là avec Septième Mer également. Où il y avait moins d'illustrations, hein, où quand même la lecture était quand même beaucoup moins nourrie par les dessins, les illus, les concepts. C'était même un peu plus quand même traditionnel, Septième Mer, on va dire. Là, on est vraiment dans de la science fantasy avec du merveilleux. Donc rien que ça, c'est un vrai plaisir à la lecture. Et c'est vrai que moi j'ai pas encore commencé à faire jouer sur ce jeu, mais déjà j'ai accumulé pas mal d'heures de régalade de lire ce jeu. D'ailleurs, j'ai vu récemment dans un hebdomadaire ou un quotidien même américain, un article qui, avec le journaliste qui est apparemment un rôliste, s'étonnait du fait que on ne parle pas plus des jeux de rôle comme certains livres, un peu, voilà, puisqu'il y a tout un tas de choses qui sont rentrées dans le pan, alors pas de la littérature, mais des livres, et on admet que ça se consomme comme des livres. Je crois qu'il parle des ouvrages de mode, des choses comme ça, des ouvrages de photos, ce qu'on appelle les beaux ouvrages, machin, alors que c'est vrai qu'au départ c'est pas des livres, et il regrette qu'on franchisse pas encore le pas de considérer qu'il pourrait y avoir aussi un intérêt à juste lire un livre de jeu de rôle, même à ne pas le jouer. D'ailleurs, je pense qu'il a pas tort, parce que je pense que parmi les consommateurs, on a tous beaucoup plus de jeux sur nos étagères que de jeux qu'on fait jouer, et si on les achète, il y a peut-être effectivement un peu le côté collectionneur, mais surtout le côté, même si je fais pas jouer ce jeu, je découvre l'univers, je m'imprègne de la chose, et voilà, mon imagination travaille, et peut-être même ça va me stimuler, pour d'autres parties de jeux de rôle, etc. En tout cas, moi je pense que je vais continuer à suivre cette gamme, à mon rythme, bien entendu, et que je continuerai à vous faire des posts sur les nouveaux ouvrages que je vais recevoir, et puis également, dès que je commencerai à faire jouer, je vous ferai un petit retour sur les parties, et puis voir un peu, du coup, en l'ayant vraiment playtesté, si ce que dit le système, qui est aussi, je rappelle, c'est un jeu très original sur le système, et puis voir comment les joueurs ont accroché avec cette proposition qui est un peu à part quand même, puisque c'est du science fantasy, et comment ils ont accroché également sur le système. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.